On connaît tous un connard pseudo-intellectuel qui se fout de votre gueule parce qu'au lieu de lire du Sartre et du Kant, vous lisez du One Piece et du Picsou. Mais si vous êtes comme moi, un ermite moderne, vous savez qu'on peut trouver de la philosophie dans les œuvres de culture populaire. Après tout, il y a bien des cuistres de la télé qui suranalysent le jeu d'échecs pour prouver sa supériorité par rapport aux jeux vidéo. Mais c'est facile ça, moi aussi je peux le faire. La preuve. Dans Evangelion, j'y vois bien plus que des robots géants. J'y vois une immersion freudienne dans une crise néo-existentialiste, mise en avant par un contexte post-apocalyptique et kabbalistique. Dans Starship Troopers, j'y vois plus que des militaires qui tuent de gros insectes. J'y vois une fine étude subversive des tendances propagandistes fascistes qui continuent de gangréner nos démocraties occidentales. Et dans Percy Jackson et le voleur de foudre, j'y vois bien plus qu'un film pour ados tout naze qui essaye de copier Harry Potter et qui chie dans la bouche de la mythologie grecque. En fait, j'y vois le néant. Discipline obscure pour les uns et soporifique pour les autres, la philosophie ne cesse d'alimenter les idées reçues. La matière serait réservée à quelques titulaires d'un diplôme universitaire en bonne et due forme, soit pour préparer les futurs bacheliers, soit pour distraire les téléspectateurs insomniaques de France Télévisions. Pour nous pourtant, cette discipline est la clé d'une vie heureuse, que chacun se devrait de pratiquer quotidiennement. Ce n'est pas ce qui vient en premier à l'esprit, quand on imagine une discipline austère pour universitaires grisonnants. Pourtant, la philosophie n'a pas toujours été cet affrontement de concepts théoriques incompréhensibles au commun par livres soporifiques interposés. On se représente souvent le philosophe en dehors du monde et bien loin des considérations bassement pragmatiques ou matérielles. En voulant contempler le monde, il s'élèverait tellement qu'il n'y aurait paradoxalement plus du tout accès, bref, il serait un peu à l'ouest. Mais avant d'en arriver à ces dérives, la philosophie était avant tout l'amour de la sagesse. Chacun peut en entendre parler en classe de terminale sans forcément comprendre ce que cette notion implique. En grec ancien, Sophia signifiait sagesse, mais pouvait aussi signifier savoir. La philosophie renvoie donc étymologiquement à une recherche systématique de la vérité ainsi qu'au bien vivre. Nous sommes loin des lettrés éloignés du réel que l'on évoque habituellement. Cette vision des choses est restée dans l'expression usitée philosophie de vie, qui est finalement un pléonasme. Quand la philosophie naît en Grèce antique, la distinction ne se fait donc pas entre le savoir abstrait et l'application concrète. Bien vivre, c'est être dans le vrai, et être dans le vrai, c'est bien vivre. Ce n'est qu'après l'Antiquité qu'une scission se crée entre ces deux conceptions et que la philosophie va arborer un ton conceptuel, voire obscur. Elle se présentera alors plutôt comme désir de vérité théorique, au détriment de l'implication pratique, pourtant centrale auparavant. Même si la notion de bien vivre n'est jamais très lointaine, on opposera de plus en plus la théoria ou contemplation théorique des concepts à la praxis ou pratique, c'est-à-dire la bonne manière de vivre. On confrontera ensuite l'idéalisme et le matérialisme, la philosophie universitaire et la philosophie du jardin, le vrai et le bien. De là vient l'image que le néophyte moyen se fait de la philosophie, une discussion capillotractée au vocabulaire très technique, dans le but de connaître la différence entre l'être et les temps, le néant et le non-être, et la taille du sexe des anges. C'est la différence qu'on peut se faire entre Emmanuel Kant, rédigeant ses prolégomènes dans un bureau de Königsberg, et Épicure discutant gaiement avec ses disciples à l'ombre des oliviers de son jardin. Bien sûr, les deux versants de la philosophie n'ont jamais cessé de se répondre et de s'alimenter entre eux. Les considérations théoriques ne serviraient à rien sans répercussions pratiques et les conditions d'une vie bonne ne pourraient apparaître sans un appui conceptuel rigoureux. D'ailleurs, lorsque le philosophe antique recherche le souverain bien, c'est-à-dire la chose la plus désirable possible, il évoque des concepts portant finalement sur les deux plans, comme la justice chez Platon, l'ataraxie ou absence de trouble chez Épicure, ou encore la vertu chez les stoïciens. Comme nous l'avons vu, les deux aspects n'étaient alors pas séparés et ne l'ont jamais vraiment été expressément depuis. Au XVIIe siècle, Spinoza nous parle bien avant tout d'éthique, dans son livre pouvant apparaître abstrait et d'une complexité difficilement surmontable. Mais de nos jours, les dissertations philosophiques au contenu vague, même si elles musclent efficacement l'esprit, ont tendance à dégoûter les élèves de cette matière et non à alimenter leur curiosité. Philosopher devrait pourtant être le fait de tous, tant la chose est primordiale. Beaucoup d'entre vous se sont d'ailleurs surpris à apprécier et à comprendre cette discipline en regardant nos précédentes vidéos. Selon nous,
La philosophie ne devrait pas être l'activité routinière et inaccessible de quelques diplômés qui oublient d'être sages une fois leur cours ou leur émission de télévision terminée. On a parfois l'impression que, pour certains, être philosophe n'est qu'une activité lucrative que l'on fait de 9h à 18h pour redevenir un consommateur comme un autre en rentrant chez soi ou en partant sur la Côte d'Azur avec la future première dame de France. Réflexion théorique et application concrète ne sont donc pas si facilement séparables. Or, nos connaissances théoriques et scientifiques sont actuellement énormes, et le moindre collégien en découvrant les feux de l'amour en sait infiniment plus que Pythagore sur son lit de mort. Pourtant, les sages, eux, sont toujours aussi peu nombreux. Il est donc nécessaire, selon nous, d'effectuer un retour vers la philosophie telle que la pratiquaient les penseurs antiques. Le nombre de connaissances augmente chaque jour de manière exponentielle grâce aux nouvelles techniques de communication, à la liberté de recherche et à la démocratisation de l'accès au savoir dont nous jouissons. Et même si les sages restent rares, jamais il n'a été aussi simple à qui le souhaite de se renseigner sur le sujet de son choix. Quelques clics suffisent pour atteindre un article encyclopédique sur n'importe quelle notion en sociologie, sciences naturelles, art, ethnologie, etc. Malheureusement, la plupart des internautes ne profitent pas de cette mine de savoir inépuisable. Ils lui préfèrent le partage sur Facebook de citations faussement attribuées à Albert Einstein pour récolter des pouces en l'air. Pourtant, toutes ces possibilités peuvent facilement alimenter la sagesse que nous avons en germe. Mais posséder 3 doctorats ne contribue à celle-ci que si l'on en fait notre but ultime et quotidien. Nous avons tous en tête ces savants qui contribuent au malheur de notre monde en vendant leurs services à des sociétés peu recommandables. Épicure ou Bouddha, eux, n'avaient que des connaissances très limitées, voire infimes, des lois naturelles qui régissent notre monde. Ils incarnent pourtant, aujourd'hui encore, des modèles de vertu et des comportements exemplaires pour beaucoup. Le désir de sagesse est donc bien premier et doit précéder le désir de connaissance. Même si tout le monde philosophe à certains moments de son existence, ne serait-ce qu'en abordant la question du sens de la vie, le recul est nécessaire et le temps de réflexion n'est jamais superflu. L'arbre cartésien de la connaissance illustre parfaitement comment notre savoir devrait, idéalement, s'organiser. Selon Descartes, toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines font la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences. Les branches qui offrent les fruits de la connaissance dépendent des connaissances en sciences physiques, mais tout découle en premier lieu de l'arbre lui-même, qui est la philosophie, véritable guide qui doit conduire notre raison. Seule la philosophie permet une vision globale des choses et une vraie prise de recul. Sitôt qu'on interroge son savoir, on philosophe. Celui qui demande « qu'est-ce que la science ? À quoi doit-elle me servir ?» ne fait pas de science, mais de la philosophie. Et la philosophie est la seule matière qui peut s'interroger elle-même. Nous pouvons aller encore plus loin en soulignant que celui-là même qui explique que la philo « ça sert à rien, c'est pour les losers qui ont rien à faire à part se prendre la tête sans raison, YOLO !» est un philosophe malgré lui qui se prend la tête en réfléchissant à des questions finalement complexes sur la manière dont nos vies devraient être vécues. Ce qu'il faut, pour que la pensée retrouve de son attrait, c'est remettre au centre des préoccupations le côté pratique de la réflexion, afin que chacun puisse, selon ses moyens, se créer une vie meilleure. Car ainsi que l'écrivait Pascal, la philosophie ne vaut pas une heure de peine si elle n'aide pas à vivre mieux. Le philosophe Pierre Hadot a tenté dans ses œuvres de réhabiliter les philosophies antiques en rappelant qu'elles étaient, avant tout, des manières de vivre. Dans Qu'est-ce que la philosophie antique, il décrit avec soin les différentes écoles de pensée, de l'académie platonicienne au jardin épicurien. Il nous montre que celles-ci avaient leurs règles, leurs principes éthiques, leurs valeurs propres, voire leur diététique, et que leur but premier était de faire de leurs élèves des sages, c'est-à-dire des hommes dans le vrai, et surtout menant une vie bonne et heureuse. Épicure, avant d'inviter ses disciples à des considérations métaphysiques, les amenait avant tout à régler leurs désirs en se contentant de peu et à entretenir leurs amitiés afin d'atteindre une certaine absence de trouble. Quelques intellectuels contemporains, comme Marcel Conche, Lucien Gerfagnon ou le désormais célèbre Michel Onfray, ont suivi la même direction. Puisque tout le monde doit philosopher, au moins dans une perspective pratique, afin de vivre mieux, il est grand temps que cet art de vivre devienne accessible et désirable par tous. Pour ce faire, il est plus facile de commencer par des philosophies simples à aborder, plus concrètes immédiatement et ne demandant pas de bagage culturel particulier. Comme celle dont nous avons parlé tout au long de cet épisode, les épicuriens et les stoïciens, avec leurs règles parfois érigées en maximes courtes et aisément mémorisables. Combien d'élèves ont été démotivés en devant commenter un texte dont ils ne comprenaient ni les enjeux, ni le vocabulaire. La vision des gens sur cette matière changerait à coup sûr si nos écoles l'abordaient avec Henri David Thoreau, par exemple.
Cet Américain du 19e siècle relate dans Walden ou La vie dans les bois sa formidable expérience. Il a décidé de se construire lui-même une petite cabane dans la forêt et d'y vivre quelques années dans un isolement presque total en se contentant de peu. Il se faisait pousser le minimum vital, coupait et brûlait son bois l'hiver, accueillait chaleureusement et frugalement ses rares visiteurs, puis surtout philosophait le reste du temps. Durant cette période, il a consigné par écrit ce qu'il a appris en vivant de la sorte, et son enseignement est aujourd'hui encore très riche pour nous tous. On y apprend entre autres choses que nos possessions ne contribuent en rien à notre bonheur. Vous avez dit cliché, mais les grandes vérités philosophiques sont universelles. C'est pourquoi elles se ressemblent toutes et font dire en mauvaise langue qu'elles enfoncent des portes ouvertes. Le problème étant que nous trouvons constamment de nombreuses personnes pour les refermer. La philosophie aborde donc des questions finalement assez simples que tout le monde se pose, que ce soit sur le bonheur, la morale ou l'amour. Depuis l'Antiquité, des réponses concrètes existent, et leurs différences sont souvent avant tout des variations de grands principes universels. Les contextes varient, mais les grands principes subsistent. Nous vous les présenterons ici, et espérons vous donner l'envie d'aller plus loin. Car la philosophie que l'on nous enseigne à l'école, en voulant amener le plus grand nombre à des connaissances théoriques évoluées, oublie trop souvent de rappeler l'essentiel, sa vocation première et sa volonté universaliste. L'école sert malheureusement à trouver un métier et non à former des hommes. Or, vérifier la culture et la technique rhétorique d'un élève en le notant sur 20 est loin d'assurer son épanouissement. Tout comme le garder dans la peur de ne pas mener la vie qu'il souhaite, sans même chercher à réveiller sa curiosité pourtant bien présente. Et dans les médias, les intellectuels font souvent office de caution philosophique à l'ordre établi, en participant au commérage du moment et aux querelles mondaines. Tout ceci ne permet que très rarement un élargissement vers des considérations véritablement sages et bénéfiques pour tous. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder les corrections des sujets du baccalauréat qu'ils nous proposent chaque année, ou leur avis passionné sur le nouveau scandale à la mode. Les penseurs médiatiques et autres professeurs de philosophie devraient tous être amoureux de la sagesse et avoir en tête les valeurs éthiques que leur spécialité porte. Mais ils l'oublient trop souvent, préférant l'approbation des dirigeants de chaînes ou des ministères dont les mots d'ordre correspondent rarement aux conditions d'une vie bonne. Descartes met d'ailleurs la morale au sommet de son arbre de la connaissance. C'est le fruit le plus élevé, l'achèvement ultime, la fin de tout savoir. En effet, même si le philosophe acquiert, au fil de ses lectures et méditations, une compréhension du monde et des talents rhétoriques et logiques conséquents, il n'en abuse pas pour son avantage personnel. La rigueur et la difficulté de la philosophie à haut niveau exigent par elles-mêmes une grande sagesse. La recherche de la vérité demande une humilité à toute épreuve. C'est un travail constant qu'il nous faut pratiquer sans relâche. Ce n'est pas une activité salariale ou une matière scolaire comme une autre, ainsi qu'on voudrait nous le faire croire. En effet, le sage doit reconnaître lorsqu'il a tort, et toujours garder en tête que ses opinions sont loin d'être certaines et finalement presque toujours démenties. La vérité et le bien-vivre commun doivent primer, sans exception, sur le petit intérêt égoïste. Et si chacun le sait, combien le vivent et le pratiquent réellement? Mener une vie bonne en cherchant le vrai, c'est la volonté première de la philosophie. Même si celle-ci s'est quelque peu effacée avec le temps, elle reste, pour nous, à reconquérir. Ne nous laissons pas impressionner par les textes difficiles et théoriques qui ont leur utilité, mais sur lesquels nos professeurs s'attardent trop souvent. Plus encore, réapproprions-nous cette science, mère et principe directeur de toutes les autres. Redécouvrons les messages et les leçons que nous ont laissés les grands sages. Ne laissons plus quelques personnes sous les projecteurs ou sur une estrade mener nos vies et créons enfin, ensemble, la vie belle et vraie que nous méritons tous. Non mais sérieusement, Starship Troopers et Evangelion, c'est vraiment des œuvres intelligentes. Par contre, Percy Jackson, ça c'est vraiment très très bête. N'est-ce pas, la Madeleine? Je suis pour la guerre en Irak. Oui, ça on sait, ça fait 10 ans que tu le répètes, pourquoi tu dis jamais d'autres trucs?